Vous envisagez d'acheter votre premier logement et vous avez entendu dire qu'il faut un apport personnel, mais vous ne savez pas combien, à quoi il sert vraiment, ni s'il est obligatoire. Dans cette vidéo, vous allez voir ce qu'est l'apport personnel, pourquoi il est si important pour les banques, quel montant vous devez prévoir et comment le constituer sans vous mettre en danger financièrement. Restez bien jusqu'au bout, vous saurez si votre projet est finançable plus tôt que vous ne le pensez. Je suis Christine Mourier-Compagnon, courtière en prêt immobilier du réseau Meilleur Taux. J'accompagne chaque jour des primo-accédants dans leur premier achat en construisant avec eux un plan de financement adapté à leur apport, même quand il est limité. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir mon travail. Eh bien, l'apport personnel, c'est l'argent que vous apportez vous-même dans votre projet immobilier et qui ne provient pas d'un crédit bancaire. Il vient en complément du prêt immobilier que vous sollicitez à la banque. Vous financez une partie du projet, la banque finance le reste. En général, le niveau d'apport est exprimé en pourcentage du coût total de l'opération, tous frais inclus, frais de notaire, frais d'agence immobilière et tous les frais liés au financement. Par exemple, pour un achat dont le coût total, tous frais inclus, est de 200 000 euros, un apport de 20 000 euros représente 10% du projet. Alors cet apport peut provenir de différentes sources. Tout d'abord, votre épargne, les livrets, contrat d'assurance vie, un plan d'épargne logement, etc. Mais aussi d'une donation ou bien de la revente d'un bien. Mais vous devrez pouvoir justifier que votre apport personnel existe dès que vous ferez la demande de prêt à la banque. Attention, en fait, vous ne pourrez pas compter l'épargne que vous n'avez pas encore, même si vous êtes sûr qu'elle va arriver. Par exemple, vous savez que vous allez percevoir une prime variable de votre employeur ou bien vous avez l'intention de revendre un véhicule, c'est sûr. Mais tant que l'argent n'est pas sur votre compte, la banque n'en tiendra pas compte dans votre apport. De la même manière, pour justifier d'une donation, vous devrez fournir une attestation du donateur avec sa pièce d'identité et un justificatif récent de son épargne qui sera suffisante pour faire la donation. Et si votre apport provient de la vente d'un bien immobilier, eh bien la banque n'en tiendra compte qu'à la condition que vous ayez déjà signé un compromis de vente et que votre compromis d'achat du nouveau bien inclut une clause de réserve de la vente du précédent. En revanche, contrairement à ce qu'on entend parfois, les prêts aidés comme le PTZ ou le prêt Action Logement ne sont pas considérés comme de l'apport personnel par les banques parce qu'ils font partie des prêts qu'il faudra rembourser. L'apport personnel est un critère majeur dans l'analyse de votre dossier car il rassure la banque. En finançant une partie de l'opération, vous réduisez le risque de l'établissement prêteur pour la partie qu'il supporte. Pour la banque, votre apport est aussi un indicateur de votre stabilité financière. Il montre votre capacité à épargner et à gérer votre budget. Il limite le risque d'impayé futur des mensualités de prêt. Il réduit aussi la probabilité que vous vous retrouviez sous l'eau avec un bien qui vaut moins que le capital restant dû du prêt. Le résultat, c'est qu'avec un apport plus conséquent, la banque est souvent prête à vous accorder de meilleures conditions de prêt, notamment sur le taux et parfois sur les frais de dossier. Pour vous donner un ordre d'idée, le minimum recommandé, c'est 10% pour payer les frais de notaire, de garantie et éventuellement les frais d'agence immobilière. Et un apport sera jugé comme confortable entre 20 et 30%. Ça va nettement améliorer vos conditions de crédit et votre capacité à trouver un emprunt. Les données récentes montrent d'ailleurs qu'en moyenne, l'apport représente un peu plus de 20% du projet pour une résidence principale, avec des niveaux différents entre le neuf et l'ancien. Mais chaque situation est unique. Les revenus, les taux d'endettement, le reste à vivre, la qualité du bien, tout ça pèse dans la décision de la banque.
La meilleure manière de préparer votre rapport personnel, c'est de démontrer votre capacité à épargner régulièrement, de telle sorte que votre loyer plus votre épargne régulière correspondent au moins aux mensualités de votre futur prêt immobilier. Prenons un exemple. Imaginons vous êtes en couple et vos revenus mensuels à deux sont de 3 800 € net par mois. Vos revenus vous permettent une capacité maximum de remboursement de prêt de 1 330 € par mois, soit 35% de vos revenus. Actuellement, vous êtes locataire, vous payez tous les mois 900 € de loyer. Vous envisagez d'acheter votre appartement et d'emprunter au maximum de votre capacité. Vos futures mensualités de prêt de 1 330 € par mois seront donc supérieures à votre loyer actuel de 430 €, la différence entre 900 et 1 330. Si ces derniers mois, vous aviez pris l'habitude d'économiser au moins 430 € par mois sur des livrets en plus du paiement de votre loyer, alors non seulement vous avez constitué une épargne qui pourra servir d'apport dans votre projet, mais en plus, vous rassurez la banque sur votre capacité à rembourser les futures mensualités de votre prêt immobilier, puisque vous avez déjà assumé cette charge tous les mois. À l'inverse, si vous ne faites pas cet effort d'épargne minimale, alors le banquier pourra douter de votre capacité à assumer une augmentation conséquente de votre charge mensuelle. Alors l'objectif est d'atteindre les 10% du projet. Mais attention, il faut aussi que vous conserviez de l'épargne après le projet de plusieurs milliers d'euros. Il faut trouver un certain équilibre. Augmenter votre apport pour sécuriser votre dossier tout en conservant une épargne de précaution qui vous permettra de faire face aux imprévus. Une panne de voiture, des travaux, une baisse de vos revenus. Il n'est vraiment pas recommandé de mettre 100% de vos économies dans l'apport personnel. Ça devient, je vous l'avoue, vraiment rare. C'est pas impossible. Certains établissements acceptent encore de financer jusqu'à 110% du projet, c'est-à-dire le prix d'achat du bien plus tous les frais. Mais dans ce cas-là, les exigences bancaires vont être renforcées. Il faudra déjà que vous ayez une situation professionnelle très solide, que votre taux d'endettement soit maîtrisé, voire même bien inférieur à 35%, que vos comptes bancaires soient toujours très bien tenus, que votre projet soit cohérent également par rapport à vos revenus et le taux d'intérêt pourra être augmenté par la banque pour compenser le risque supplémentaire qu'elle prend. En résumé, l'apport personnel, ce sont vos fonds propres investis dans votre projet immobilier et c'est un élément clé pour rassurer la banque, réduire le montant emprunté et améliorer vos conditions de crédit, notamment le taux. Dans la plupart des cas, il faut viser au moins 10% du coût total et c'est une bonne base, et entre 20 et 30% si vous voulez optimiser votre dossier. Si vous êtes primo-accédant et que vous souhaitez savoir quel apport il vous faudrait dans votre situation particulière, quel budget vous pourriez raisonnablement viser, le prix d'achat du bien à envisager, si vous voulez savoir si votre projet est finançable dès maintenant, vous pouvez réserver une étude personnalisée via le lien en description ou dans la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Est-ce que vous avez commencé à épargner pour votre projet ? Ou bien vous avez déjà un apport mais vous n'êtes pas certain qu'il soit suffisant ? Je répondrai à un maximum de questions. Et si ce contenu vous aide, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le financement de votre premier achat immobilier.